Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Info Télévision. Alors, si vous êtes assis, vous êtes bien sûr le canal 307. Nous sommes également en direct sur la page Facebook Info TV Cameroun. Alors, aujourd'hui, on va parler de femmes. Comme d'habitude, chaque samedi, on parle de femmes avec talent de femmes. Ce mois de septembre, nous sommes le 9 septembre, c'est-à-dire la deuxième semaine du mois de septembre. On va beaucoup plus élaborer peut-être les stratégies, peut-être sur la rentrée. Mais néanmoins, cette femme va nous parler de son parcours et puis de ce qu'elle fait au quotidien. C'est vrai, elle s'occupe un peu du physique, c'est-à-dire du fitness. Ben, elle va nous parler même peut-être du BBL. On sait qu'aujourd'hui, c'est la tendance. On travaille sur le corps, on essaie un peu de refaçonner un peu son mental. Un corps sain, comme on le dit, un esprit sain dans un corps sain, comme on le dit assez souvent. Alors, on va présenter cette femme aussi qui va nous parler notamment de son ouvrage. Et oui, elle a décidé de se lancer dans les lettres, nous parler un peu de son expiation et puis ce qu'elle a comme ressenti notamment dans son vécu, ce qu'elle vit ensemble avec ses amis, sa compagnie et peut-être l'imaginaire parce qu'on parle de créativité. Oui, la créativité, c'est ça qu'elle viendra nous parler. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir l'invité. Talent de femme, vous êtes donc sur Talent de femme aujourd'hui. On va parler notamment de littérature, de cette femme de lettres, de son côté artistique, également du physique. C'est vrai, elle nous a parlé un peu avant l'émission du côté fitness qu'elle élabore, notamment dans une salle de sport qu'elle gère et qu'elle dirige. Cette femme n'est autre que Madame Yvette Angèle Tchom. J'espère que j'ai bien prononcé. Oui, assez bien. Voilà, bonjour Madame Tchom et bienvenue sur Info TV. Merci bien, bonjour à vous. Ah, c'est moi qui vous remercie. Alors, on va parler de femmes notamment, on va un peu élaborer vos stratégies. Comment est-ce que vous vous réveillez? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous soyez à cette émission? Certes, vous avez commis un ouvrage, Innocence coupable, on va en parler tout à l'heure. Mais néanmoins, on sait que vous êtes une métissée, moitié boulou, moitié bassa. On parle de multiculturalisme aujourd'hui, c'est une tendance. Est-ce que quelque part c'est un atout un peu d'avoir justement ces deux ethnies? C'est forcément un atout. Deux mieux valent qu'un. D'accord. Deux valent mieux qu'un. Donc, je suis boulou, je suis bassa aussi. C'est vrai, plus proche des boulous que des bassas. Et je suis cadre d'administration. Je suis une passionnée de l'art. Oui. Donc, je m'exerce dans la musique, dans le fitness, la danse aussi. Et bon, tout récemment, la littérature, l'écriture. Vous êtes également conseiller jeunesse et animation, il faut le rappeler, car aujourd'hui, on a besoin d'avoir une éducation quand même assez centrée et puis structurée notamment dans les valeurs. Car aujourd'hui, on voit par exemple sur les réseaux sociaux des dérives, on n'en peut même plus de revoir des scènes quand même assez horribles, des jeunes filles, des jeunes gars qui s'adonnent à la drogue, qui s'adonnent à l'exhibition et peut-être aussi, bon, on peut même pas citer tout ça ici aujourd'hui. Mais néanmoins, vous êtes là, on va parler de votre parcours. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez cité, vous êtes auteur, artiste, musicienne, gospel, il faut le dire. Oui. Auteur-compositeur du groupe Tial. C'est quoi le groupe Tial? Le groupe Tial, c'est un groupe de musique gospel. C'est To You Alone, Almighty Lord. Ah, c'est en anglais, c'est ça, c'est bien. On ça, du multiculturalisme. Voilà. Promotrice du club des arts et du sport T-Class, danse, musique, fitness, c'est ça? Oui. T-Class, en fait, T-Class, c'est un des bébés du groupe Tial. C'est Tial, le club des arts et du sport. D'accord. Oui, dans le club, nos services sont la musique. Nous formons en musique pour tout ce que ça intéresse. Nous faisons la vocale, la musique vocale, le jeu d'instruments et la théorie musicale. Nous formons aussi en fitness. Oui. Oui. Donc nous accompagnons les personnes qui veulent se maintenir en forme ou bien qui ont un souci à résoudre avec leur physique. Nous les accompagnons au sein de T-Class et nous faisons aussi de la danse. On a un fitness, la danse, le fitness, voilà, oui, effectivement, les danses contemporaines aussi. Oui, en fait, vous êtes une artiste aussi à plein temps, enfin, on peut dire. Je suis une passionnée, je l'ai dit tout à l'heure, passionnée de l'art, en fait. Tous les jours, je me découvre. Oui, c'est vrai que quand tu dis à un parent, je vais devenir artiste, il se pose des questions, mais il va rater sa vie, celui-là, ou quoi? Non, pourquoi? C'est des âmes très sensibles. C'est des âmes qui perçoivent les choses d'une façon particulière. Et généralement, c'est des personnes anticonformistes. On dit que ce sont des rêveurs, en fait. C'est pas des gens qui vont bâtir. Non, c'est des anticonformistes. Et qu'on gagnerait à suivre parce qu'ils nous font découvrir des sentiers qu'on ne connaît pas toujours. Oui. Comme on le dit assez souvent, après le communisme en Chine, ce sont les artistes qui ont fait découvrir la Chine. Voilà. Voilà, on le dit assez souvent. Eux-mêmes le disent, les Chinois. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, notamment, pour d'écrire un livre? On voit ce livre, Innocence coupable, c'est un recueil de nouvelles. De combien de nouvelles déjà? 7 nouvelles, ça fait 7 nouvelles. On voit que le livre, il est centré sur la femme, beaucoup plus, les mots, les couples, entre autres. Oui, il est centré sur la vie de couple, en fait.
bien que l'image de la première soit l'image d'une femme. Mais en réalité, c'est un recueil de nouvelles centré sur le couple. En fait, qu'est-ce qui m'amène dans l'écriture? J'aime écrire depuis un bon bout de temps. Déjà toute petite, j'aimais écrire. Mais je n'ai pas commencé à le faire de manière formelle. C'était mes petits écrits. D'ailleurs, pour être auteur-compositeur, il faut bien aimer écrire. D'accord. Donc, je me retrouve là. Je suppose que il y avait au fond de moi déjà un ensemble de dépôts que j'ai voulu traduire à travers l'écriture. Bon, c'est quoi, vous exprimez vos blessures, votre ressenti? Non, pas du tout. Parce que quand vous parlez beaucoup de couple, on dit souvent, excusez-moi, on dit un auteur, il écrit des fois ce qu'il vit ou bien ce qu'il a vécu. Ce qu'il vit, ce qu'il a vécu, bien ce qu'il observe. Voilà. Oui, moi, en réalité, je pense que ce qui a surtout, c'est ce qui m'a motivée. J'aime écrire sur... j'aime les histoires d'amour, en fait. J'aime la vie de couple. Ah, d'accord. J'aime la vie de couple, j'aime la vie de famille, quand elle est épanouissante. J'aime tout ce qui tourne autour de la relation de couple. Et le constat que je faisais, c'est qu'on a l'impression que l'amour disparaît de plus en plus dans les rapports entre les hommes et les femmes. Nous sommes plus dans les calculs et on peut le noter à travers le nombre de divorces ou bien les couples en crise. Est-ce qu'on est victime de la société? On peut dire qu'on est victime de la société un peu? On peut le dire, victime de la société et victime de soi-même aussi. Hein. Ce n'est pas toujours forcément la société. D'ailleurs, comme le dit innocence coupable, on est à la fois innocent, peut-être parce que sur le coup, ce qui nous met en difficulté ne vient pas forcément de nous. Mais nous avons notre responsabilité à nous dans chaque situation de conflit, de problème que nous rencontrons. Peut-être parce que nous n'avons pas su discerner la chose qu'il fallait, nous n'avons pas suivi le conseil qu'il fallait, nous avons pris peut-être un engagement à la légère, nous n'avons pas écouté un avertissement, nous ne sommes pas formés. On a toujours une petite part de responsabilité quelque part. D'accord. Je vois là, chantage coupable. Il s'agit de quoi exactement? Chantage en couple. Voilà, chantage en couple, oui. Bon, chantage en couple, c'est le titre d'une nouvelle qui parle d'une jeune dame, en fait, d'un couple au sein duquel il y a un problème de chantage sexuel, notamment. Ah, d'accord. C'est souvent le fort des femmes qui font le chantage sexuel à leur mari. Elles refusent d'assumer leur devoir conjugal. Ah, c'est une femme qui dit ça, hein? Oui, je le dis. Nous le savons tous. Elles pensent que le sexe est une force, c'est une arme à utiliser au sein du couple. Lorsqu'on veut obtenir quelque chose de son partenaire, du mari, alors c'est une jeune dame qui use du chantage. Et ce qui est assez intéressant, c'est la réponse que le mari appose à ce chantage-là. Et j'ai envie de dire, messieurs, le corps de votre dame, c'est votre corps, alors servez-vous. Oui. Il gagnera à lire. Silence d'or ou d'argent, c'est vrai que ça laisse beaucoup de questionnements. Oui, Silence d'or ou d'argent, c'est le titre de la nouvelle qui parle d'un couple qui est victime de la monotonie, d'une absence de dialogue et puis du piège de la zone de confort, c'est-à-dire surtout au plan sexuel. Quand il y a des choses qu'on ne veut pas explorer ou comprendre parce qu'elles épanouissent peut-être l'autre, oui, c'est des attitudes qui n'aident pas, qui ne favorisent pas forcément l'épanouissement au sein du couple. Vous savez que la sexualité a une part très importante dans l'épanouissement du couple, dans son unité. Et justement, Silence d'or d'argent décrit justement ce genre de problème où les conjoints, à un moment, ne discutent plus, ils ne s'amusent plus ensemble. C'est comme s'ils se sont perdus pendant leur parcours. Et alors qu'il suffit simplement de sortir de sa zone de confort par rapport à un certain nombre de choses qu'on pensait, à tort ou à raison, normales, qui sont souvent aussi le fait des tabous qu'on a reçus au sein de la société. Alors, la nouvelle en parle, vraiment. Je pense qu'il est intéressant de le découvrir. Et votre couple, posons-nous la question, et votre couple aujourd'hui, est-ce qu'il va bien? Je savais qu'on allait en arriver là. Il ne s'agit pas de moi. Mais bon, je suis obligée de répondre. Je vais bien. Mon couple va bien. Les choses ne sont pas parfaites, mais je ne suis pas une de ces femmes qui se plaignent, qui se plaint. Je n'ai pas à me plaindre, vraiment. Nous sommes plutôt dans la logique. Vous savez, je pense que dans la vie de couple, le plus important,
est de rester focalisé sur ce qu'on s'est promis au départ. C'est-à-dire qu'on va quelque part, on a quelque chose à construire et sur quoi est-ce que nous comptons pour y arriver. Alors, c'est là que l'importance d'avoir les mêmes principes de vie, d'avoir la même vision, c'est ça qui nous porte et nous aide à surmonter les difficultés, les obstacles qu'on ne manque pas de croiser en chemin. Alors aujourd'hui, vous commettez cet ouvrage, c'est beaucoup plus dans un sens où vous parlez un peu de sexualité, vous parlez un peu de dialogue, de communication entre le couple. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une forme de thérapie que vous développez un peu dans votre ouvrage? Forcément, un ouvrage comme celui-là peut être perçu comme une forme de thérapie, mais au départ, ce n'est pas l'idée principale. C'est-à-dire, c'est vrai que dans l'art, ça peut marcher dans les deux sens. C'est-à-dire, au départ, on se dit, je veux écrire pour telle ou telle chose. Parce que j'ai observé tel problème. Et maintenant, je vais essayer de le résoudre à partir de mon talent, de ce que je sais faire. Mais l'autre sens, c'est que, bon, on aime écrire, on se met à écrire. Et quand on a fini d'écrire, on évalue à quoi est-ce que ça peut servir à ma société, comment est-ce que ça peut être utile au lecteur. Je pense que c'est le deuxième cas de figure qui est le mien. J'ai simplement écrit, j'étais pleine de quelque chose à communiquer. Oui. Et maintenant que le livre est là, nous allons évaluer ensemble les bénéfices. Je pense que c'est un trésor, vraiment. Pour ceux qui ont l'esprit un peu ouvert. Ce n'est pas forcément fondé sur, je veux dire, le socle n'est pas le sexe, c'est la relation de couple. Mais le sexe fait simplement partir d'une des thématiques qui est abordée. Oui. Oui, c'est vrai que c'est souvent tabou de parler de sexe, notamment quand on a peut-être des enfants, des adolescents. Mais aujourd'hui, on voit quand même que le sexe est un peu débridé. Et quand on voit sur les réseaux sociaux des filles qui s'affichent, elles affichent leur nudité. Mais quelque part, on se pose la question, mais où voit le monde? Est-ce que cette jeunesse se rend compte même qu'aujourd'hui, parler de sexe, c'est bien, mais s'exhiber comme ça, c'est un peu perdre sa dignité en tant que femme? Oui, justement, c'est l'un des bénéfices que je trouve à cet ouvrage. Parce que l'un des problèmes aussi, que je constatais dans notre société, c'est que l'amour s'est perdu. En fait, les gens confondent tout. Facilement aujourd'hui, une jeune fille confond un regard lubrique posé sur elle à de l'amour. C'est pas de l'amour, ça. Il y a des façons de vous regarder qui sont un manque de respect, qui n'ont rien à voir avec le fait que vous êtes admirable. Par exemple, on parle du harcèlement, harcèlement moral, même le simple fait de te regarder d'une manière assez... on montre un peu la convoitise et puis voilà. Et on peut te porter plainte. Voilà. Et les gens confondent tout ça au langage de l'amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour, tout ça. Donc, on est entré dans une sorte de dérèglement où l'amour ne se retrouve plus du tout. Et je pense que au lieu de garder les choses taboues, il vaut mieux les dire. Parce que quand vous ne les dites pas telles qu'elles doivent être dites, les dérégler, si je peux le dire comme ça, eux, ils ne se gênent pas pour les dire à leur façon. Et les gens vont entendre que le son de cloche qui est sonné, si les choses qui doivent être dites ne sont pas bien dites, on écoutera ceux qui le disent, même de la mauvaise façon. C'est pour ça que vraiment, je n'ai aucune gêne à parler d'une certaine façon de la sexualité. Parce que je pense qu'il vaut mieux savoir comment les choses se font, comment les choses doivent se faire, comment les choses doivent se dire, au lieu de se taire et laisser les gens se battre à découvrir des façons de faire qui ne sont pas forcément justes, ou qui ne sont même pas justes du tout. Voilà, nous avons Yvette Chombe, comme on le prononce bien en langue bassa, qui nous parle un peu de son ouvrage, de sa sexualité. Alors, on va un peu évoquer le volet édition. Est-ce qu'on sait que votre livre a été édité aux éditions du Midi, déjà on dit bonjour à Rick Tunke. Et puis, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'artiste peut vivre de son art, notamment l'écrivain peut vivre de la littérature? Bon, je pense qu'il y en a qui vivent bien de leur art, et pourquoi pas nous? Peut-être que nous sommes encore à la phase de conception d'un ensemble de mécanismes qui font que ce soit un domaine aisé pour tous les acteurs de l'écriture, de l'édition. Mais je pense vraiment que si le travail est fait de part et d'autre, on peut aboutir à quelque chose d'intéressant pour tous les acteurs de l'art. En fait, moi, j'y entre et je verrai bien. Mais est-ce que vous vous êtes renseigné sur peut-être la littérature? Est-ce que ça nourrit son homme selon vous au Cameroun? Disons que je n'ai pas poussé à fond la réflexion. J'étais très, très, très focalisée sur le fait que je veux produire quelque chose de bien. Je veux
Je veux donner ce que j'ai au fond de moi par rapport à mon œuvre. Bon, maintenant, si ça nourrit son homme, on verra bien. Peut-être que je parle comme ça, ma grâce peut-être vient du fait que je ne dépende pas forcément de ça pour vivre. Oui, mais je crois que quand on exerce un métier, on doit le faire d'une manière qui encourage les gens qui ont un talent, un dépôt dans ce sens-là, à se lancer et à penser qu'ils peuvent s'en sortir, ils peuvent en vivre. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de femmes dans le domaine de la littérature. Au Cameroun, hein, on se rend compte qu'il y a quand même un nombre de femmes assez conséquent qui aujourd'hui se lancent dans la littérature. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les femmes s'expriment mieux déjà de manière un peu succincte, notamment dans la littérature? Parce qu'à l'époque, c'était plus les hommes qu'on voyait qui étaient beaucoup plus mis en avant. Aujourd'hui, c'est plus de femmes qu'on voit dans la littérature. Il y a plus de femmes écrivaines, plus de femmes auteurs, plus de femmes qui se lancent dans la poésie, le slam. Est-ce qu'on peut dire que la femme aujourd'hui s'exprime mieux? Je comprends pas pourquoi elle a traîné à s'exprimer. Bon, disons chaque chose en son temps. Les circonstances, les temps trouvent forcément leur moment pour se réaliser tel que les choses doivent être faites. Mais je crois que l'engagement des femmes dans ce sens-là est appréciable. De toutes les manières, elles évoluent dans tous les domaines, un peu plus chaque jour, là où on ne les attendait pas. Et je pense qu'un domaine comme celui de l'écriture, comme il s'agit on ne triche pas avec l'écriture en fait. C'est une affaire de sensibilité, c'est un peu de soi-même qu'on donne lorsqu'on écrit un ouvrage. Et je crois que la sensibilité, c'est l'une des caractéristiques de la femme. Donc forcément, elles ne peuvent qu'exceller dans ce domaine-là. Et en passant comme ça, je leur souhaite bon vent à toutes les dames écrivaines. Oui, parce qu'il y en a beaucoup déjà qui se lancent dans la littérature et puis aujourd'hui qui s'expriment mieux. Que pensez-vous du phénomène féministe? Est-ce que vous l'êtes déjà? Féministe, non. Mais quelqu'un qui aime bien que les gens connaissent leurs droits et qu'on puisse vivre en harmonie avec les hommes sans entrer en conflit avec eux. En conflit, je ne veux pas dire qu'une fois qu'on veut revendiquer ou arracher un droit, on va forcément l'arracher. C'est-à-dire que la liberté n'est pas quelque chose qu'on vous offrira quelque part. Oui. Si vous avez une chose à revendiquer, vous allez forcément arracher la chose et vous allez forcément faire des mécontents. Donc, l'objectif n'est pas de faire des mécontents, mais de rentrer pleinement dans son droit, d'éduquer les femmes sur leurs droits, de savoir ce à quoi elles ont droit, de savoir qu'elles sont des personnes intelligentes, des personnes qui ont quelque chose à donner, à offrir à la société. Et cela ne veut pas forcément dire entrer en conflit avec les hommes, les considérer comme des ennemis à abattre ou à combattre. Non. Je pense qu'il y a la part des choses à faire. Ouais. Mais vous n'êtes pas féministe en fait. Non, du tout. Pourtant, vous agissez un peu comme une féministe parce que là, vous venez déjà de développer un peu. Non, je développe et je fais bien la part des choses. S'il faut arracher quelque chose, nous l'arracherons, d'accord? Ça ne fera pas forcément des contents, il y aura des mécontents, il faut s'attendre à ça. Une fois que vous commencez à revendiquer ce qui vous est dû, puisque c'était le terrain de certains. Quand vous revendiquez une chose qui vous... On dit que la nature a horreur du vide. Donc, une fois que vous revendiquez ce qui vous appartient, c'est que cette chose qui vous appartient était considérée par l'autre comme la sienne. Donc, forcément, avant de la voir, vous ferez des mécontents. C'est là que je vais faire la part des choses. L'objectif n'est pas de heurter, mais nous heurtons. D'accord, mais les femmes, elles ne heurtent pas quand même l'opinion. Elles réclament aussi leur place dans la société, les droits des femmes. On parle beaucoup de droits des femmes. Oui, mais quand vous tombez sur des hommes qui pensent que les femmes n'ont pas de droits, ils vont penser qu'elles heurtent. Il y a des hommes qui pensent ça, qu'elles n'ont pas de droit, elles n'ont autre droit que être à la cuisine. Voilà. Faire des enfants, c'est ça. Être soumise surtout. C'est la soumission qui est le plus acceptée peut-être chez les femmes. Si on comprenait même bien ce concept, on ne serait pas en train de se tirailler avec les hommes. Parce que la soumission, c'est un principe biblique qui est très mal compris. Les gens l'interprètent comme une sorte d'esclavage auquel on se donne librement vis-à-vis d'un autre être humain comme nous qui n'est pas Dieu. Ça n'a rien à voir, la soumission. C'est un très beau principe quand on l'a très bien compris. D'accord. Oui. Ah, j'espère qu'on l'aura bien compris avec notre invité. Alors, on va prendre une réaction. Bonjour sur le plateau, je suis Baba Gaël. Je suis sénégalaise, mais depuis la Côte d'Ivoire. Ma question d'amour est celle de respect de soi-même et d'abord du respect d'autrui.
Bon, je sais pas trop ce qu'elle voulait dire. On vous dit bonjour à Madame Baba Gaëlle qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire. Donc, on parle du respect en amour. C'est vrai qu'on a évoqué déjà le respect dans votre ouvrage où on parle beaucoup du couple, en fait, en général. Oui. Oui. Est-ce que selon vous, cet ouvrage pourrait aider des couples peut-être qui ont des petits problèmes d'écoute, d'entente, de communication, de dialogue? Oui, je pense. Il sera vraiment d'une grande utilité à tous les couples, en fait. Même ceux qui pensent même bien vous, se comme chez porter. vous, ça va Même ceux qui pensent bien se porter. Nous, on apprend tous les jours. Hein. Oui, on apprend tous les jours. Dans mon couple, je ne me plains pas, mais c'est à part faire. C'est à part faire, tant de mon côté que de mon époux. Et c'est bien d'être conscient de ça. Donc, un couple qui va bien n'est pas un couple qui n'a pas qui ne rencontre pas de difficultés, qui ne rencontre pas de problèmes. Non, c'est un couple qui sait comment gérer ses problèmes. Donc, le respect est important. Quand il y a le respect dans un couple, je pense que quel que soit le problème, on peut s'en sortir sans que le problème dégénère. Une fois que on a rompu les barrières du respect, c'est là que on se retrouve en train de dire n'importe quoi à l'autre, à faire n'importe quoi à l'autre. Et pour revenir en arrière, généralement, les excuses à ce moment-là sont souvent très compliquées, tant à présenter qu'à accepter. Innocence ou coupable, c'est le titre de votre ouvrage et c'est la toute première nouvelle. Oui. Dites-nous un peu, c'est quoi la quintessence, n'est-ce pas, de cette nouvelle? Innocence coupable, c'est parle d'une histoire d'adultère de l'épouse. Oui. D'une histoire d'adultère de l'épouse qui a été gérée d'une manière très inattendue avec des épisodes vraiment très houleux. Mais ce qui est intéressant, c'est la fin de cette histoire. J'aime bien survoler comme ça pour créer la soif, le désir de lire. Parce qu'en réalité, si je vous donnais tout, vous n'auriez plus rien à découvrir. Donc, pour le dire comme ça, c'est une histoire d'adultère. L'épouse s'est retrouvée en situation d'adultère qu'elle a avoué à son époux. Et les choses ont été gérées d'une manière pas très facile. Et bon, c'est surtout le dénouement qui est très intéressant et surtout inattendu. Vous savez, en général, on a souvent l'habitude de dire l'adultère de la femme n'est pas souvent supporté par rapport à l'adultère de l'homme. Est-ce que vous évoquez peut-être ce volet dans l'ouvrage? Je ne l'évoque pas de cette manière-là, mais il est perçu. Cet aspect-là aussi perçu. C'est vraiment perçu comme ça. Il y a quelqu'un qui le dit d'ailleurs, un peu comme vous êtes en train de le dire dans la nouvelle. C'est vrai que c'est dommage, mais il faut qu'on comprenne bien que autant l'homme peut avoir des difficultés, autant la femme aussi peut avoir ces mêmes difficultés. Et si le pardon n'est pas sélectif, hein, oui, quand on doit pardonner, la prescription au pardon n'est pas l'affaire de la femme ou bien l'affaire d'un certain genre d'écart. On est appelé à pardonner, c'est un appel inconditionnel. On pardonne, c'est tout. Et qui qu'on soit, quel que soit ce que nous avons subi, le défi est de parvenir à pardonner. C'est dit comme ça a l'air facile, non. Ce n'est pas facile du tout. Ça, il faut convenir avec la plupart des gens sur ce point-là. Ce n'est pas facile du tout. Mais je pense que quand on se fonde, vous voyez sur l'image. Oui, une femme qui croque une pomme. Oui, elle est appuyée sur la croix. Sur une croix. Oui. La croix, c'est le symbole des principes divins, oui, sur lesquels doivent être fondées justement les différentes formes d'expression. On dit souvent le pardon est divin. Voilà, justement. Ça et si vous n'avez pas recours au divin pour pardonner, vous ne pardonnerez pas. Il n'est pas humain, il est divin. Donc, nous avons besoin de recourir au divin pour pardonner. D'accord, on va prendre encore une autre réaction. Bonjour sur le plateau et particulièrement l'invité du jour. C'est votre fils Charlie. Très bel ouvrage. Je vous conseille de nous en procurer, histoire de mieux cerner les pouvoirs, les pourtours et les contours de la vie de couple. Alors là, vous voyez, vous avez déjà des admirateurs qui aimeraient bien savoir de quoi il s'agit, notamment dans cet ouvrage, et puis peut-être essayer de voir à quelle mesure ça pourrait les aider. Vous savez, aujourd'hui, il y a des sexologues et peut-être des thérapeutes. On dit en Afrique, la thérapie n'est pas réellement conseillée parce que on fait des thérapies déjà entre nous en Afrique avec les réunions de famille, les causeries éducatives en famille. Est-ce que selon vous, la société camerounaise a peut-être besoin d'avoir des thérapeutes, des psychologues, des psychothérapeutes entre autres? Je pense qu'on a longtemps
On a longtemps joué les autruches, mais il faut bien se rendre à l'évidence que chaque maladie a son médecin. Oui. Et souvent, vous avez des personnes qui s'autoproclament médecins ou bien soignants de tel ou tel problème, telle ou telle maladie, sans pour autant en avoir les capacités. Je pense que nous avons vraiment besoin de certains spécialistes dans certains domaines. C'est pour ça qu'il y a des conseillers conjugaux, c'est pour ça qu'il y a des sexologues, comme le disait, oui, il y a des psychologues, voilà. Oui, il y a des pasteurs, chacun a son rôle à jouer dans la vie des couples, puisque c'est de ça qu'il s'agit là pour le moment. Donc, je pense que l'ouvrage en lui-même a vraiment sa grosse part qu'il apporte, sa grosse contribution qu'il apporte dans le vécu des couples. Il y a un ensemble de principes, de thèmes qui y sont envisagés. Et quand on parle notamment de l'amour inconditionnel, du pardon inconditionnel, de la sexualité, oui, c'est des tabous, surtout la sexualité, c'est un sujet tellement tabou. On n'ose pas en parler, et même lorsque vous avez affaire à des parrains qui font le suivi des jeunes fiancés, c'est quelque chose qu'on survole souvent, et puis les gens rentrent chez eux avec leurs mêmes questionnements, les mêmes inquiétudes. Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que ça se passera avec mon conjoint? Serais-je à la hauteur? Alors, l'avantage du livre, c'est que vous avez la possibilité d'apprendre sans être censuré, ou même d'aider quelqu'un en lui donnant le livre sans être embarrassé. Parce que parfois même, on a tout ce qu'il faut pour aider. C'est-à-dire, on a les atouts, on a la connaissance qu'il faut pour aider. Bon, maintenant, au moment de communiquer, on a comme honte, on a une certaine retenue qui fait que on n'appelle pas chien, on n'appelle pas chat. Les gens repartent avec les mêmes questionnements, les à peu près dans leur tête. Donc, je pense vraiment, à mon avis, que les gens gagneraient, l'Église gagnerait à lire ce livre et à l'utiliser même dans le cadre d'éducation sexuelle. Ah, d'accord. Oui. C'est vrai que c'est rare d'avoir une femme qui parle beaucoup d'éducation sexuelle. Vous savez, les mamans ont peur de parler de sexualité avec leurs jeunes filles, les adolescentes. C'est souvent un peu tabou. On n'aimerait pas savoir si la fille a un copain, comment est-ce qu'elle est avec son copain. C'est un peu difficile souvent d'aborder ce genre de sujet. Alors, est-ce que votre livre peut-être l'évoque d'une manière un peu factuelle, notamment la sexualité peut-être de la jeune fille? Non, je dirais pas ça comme ça. C'est un livre en fait, ce sont des nouvelles, donc c'est des histoires qu'on lit. C'est pas un livre d'enseignement, d'accord. Oui. Donc maintenant le bénéfice qu'il y a là, c'est que ce sont des expériences de vie qui sont racontées dans le livre. Facilement, un lecteur peut se reconnaître en lisant une des nouvelles. À défaut de se reconnaître soi-même, on peut reconnaître un proche ou bien une autre cible, quoi. Il y a des personnes qui entretiennent des jeunes sur la sexualité, il y a des personnes qui suivent des couples en difficulté, des couples en détresse, il y a des personnes qui suivent des fiancés, il y a des personnes qui sont simplement des conseillers. Pardon, moi par exemple, dans mon métier de conseiller de jeunesse et animation, nous avons souvent affaire à des adolescents. Notre métier fait que les gens s'ouvrent facilement à nous, surtout les jeunes. Quelqu'un peut vous confier sa vie très facilement sans que vous ayez besoin de faire de grands efforts dans ce sens-là. Donc, sur la base du livre, vous pouvez, si vous n'avez pas le courage de dire certaines choses, simplement donner le livre à quelqu'un et puis lui dire, tu reviens, on en discute. D'accord. Oui. Alors, Innocence ou coupable, c'est l'ouvrage de Yvette Angèle Tchombe. Alors, aujourd'hui, depuis quelques temps déjà, il faut le rappeler, depuis le mois de janvier, le Cameroun a fait suite à notamment des féminicides, justement, entre les couples. C'est bon, comme vous êtes sur le plateau. Qu'avez-vous comme regard, notamment, concernant ces actes perpétrés par des hommes sur des femmes? Le ministère de la promotion de la femme et de la famille a même fait des sorties avec le MINAS, le ministère des Affaires sociales. Est-ce que c'est un phénomène quand même qu'on peut peut-être cesser avec le dialogue et peut-être l'écoute? Justement, dans le livre, il y a la nouvelle Calme ou bouillonnant qui en parle. C'est-à-dire que c'est une affaire de violence conjugale. À mon niveau, c'est quelque chose que je trouve très révoltant. Et
c'est vraiment, ça fait mal de suivre ce genre de témoignages des personnes qui ont bien commencé ensemble. Un couple, comment un époux peut se retrouver en train de frapper, de battre à mort sa partenaire. Parfois sans tenir compte des enfants, sans tenir compte du fait qu'il l'a aimé un jour, même si l'amour, on peut le dire, est fini. Pour moi, ce sont des actes inexcusables, vraiment. Et il faut avoir une réaction forte face à ce genre de comportement. Et justement, dans le livre, ce qui m'intéresse, c'est la réaction de la dame qui est victime de ça. Beaucoup de femmes se taisent. Vraiment, lorsque vous vous taisez, ça veut dire que vous ne pensez qu'à vous. Pensez au fait que vous avez des enfants qui vont reproduire le même silence demain et qui vont mourir en silence. Vraiment, je pense qu'on a le devoir, non seulement pour soi, par respect pour soi, mais aussi par respect pour toutes les jeunes filles qui pensent que elles n'ont pas de recours. On a le devoir d'en parler. Commencez par en parler. Lorsque vous en parlez, vous trouvez toujours une oreille qui vous a écouté, quelqu'un qui vous donnera une porte de sortie, qui vous donnera un conseil, qui vous encouragera, qui vous portera. C'est vrai que la violence physique a aussi une forme d'aliénation mentale qui fait qu'à un moment, la personne qui a été victime de violence se sous-estime tellement que elle ne pense pas qu'on lui accordera du crédit, ou même qu'elle a raison de revendiquer un autre sort que celui qu'elle subit en couple. Donc, je pense que c'est un phénomène désolant et je crois qu'il faut vraiment s'arrêter dessus et prendre des mesures fortes dans ce sens-là. D'accord, nous avons Madame Yvette qui, n'est-ce pas, nous donne beaucoup de conseils, des astuces, notamment pour mieux gérer sa vie de couple. Alors, on parle beaucoup de digital aujourd'hui. Le thème même de la journée internationale de la femme était basé sur le digital et l'entrepreneuriat. Alors, que pensez-vous du digital et de l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat femme? Bon, l'entrepreneuriat féminin est très complexe. Il est difficile, en fait. Parce que quand vous êtes femme, généralement, les femmes, surtout les mamans, elles ont tellement de casquettes qu'il est difficile pour elles de se donner à fond pour une entreprise. Mais je pense que les violentes, d'accord, je préfère utiliser ce terme, les violentes, oui, les violentes s'en sortent pas. Pourquoi? Parce que elles sont résistantes, elles sont focalisées sur leur objectif. Elles sont travailleuses. Ça veut dire que s'il faut vous lever à 4 heures du matin et faire ce que vous avez à faire pour vous rendre disponible pour votre entreprise, vous le ferez. Je pense qu'elles ont plus de défis, plus d'obstacles à braver que les hommes dans ce sens-là. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui vous paye peut-être au bout de 5, parfois 10 ans pour certains. Mais entre-temps, si vous vous découragez, si vous lâchez prise, tous les efforts que vous aurez investis sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan financier, même sur le plan humain, tombent dans l'eau. C'est donc une affaire de résistance. Résister jusqu'au bout et se dire que ça finira par payer. Donc, quand on a la famille à gérer, les enfants à bas âge à gérer, son boulot à gérer, parce que c'est souvent une activité parallèle qu'on mène généralement. On a son boulot à gérer, on a l'époux à gérer. Si je ne m'arrête d'ailleurs qu'au niveau des enfants, de la maison, vraiment, il faut dire un bravo à toutes les dames qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas facile du tout. De toute façon, rien n'est facile. Il faut juste de la détermination et puis beaucoup de courage, la discipline, beaucoup de discipline, surtout beaucoup de discipline. Alors, c'est vrai qu'on évoque l'entrepreneuriat femme. On peut aussi évoquer le volet Made in Cameroun. Vous savez, aujourd'hui, c'est un concept qui est mis en avant, notamment avec même l'administration camerounaise et puis les femmes même entrepreneurs. Que pensez-vous de ce Made in Cameroun qui est autant mis en avant? Et puis, on se pose la question à savoir, est-ce qu'on va laisser nos habitudes pour peut-être se lancer dans le Made in Cameroun? Laisser quelles habitudes? Si on a l'habitude de consommer des produits occidentaux, les produits importés, et aujourd'hui on demande de valoriser beaucoup plus les produits locaux faits sur place. Bon, je pense que il y aura un grand sacrifice à faire d'abord. Tout part de ce qu'on a comme objectif d'abord. Si on est prêt, excusez-moi, je vais le dire comme ça, si on est prêt pour un premier temps à consommer moins bon, en se disant qu'on va s'améliorer. Ah, donc vous nous envoyez consommer moins bon. Non, il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont, d'accord? Si on est prêt, je ne dis pas que c'est toujours moins bon.
D'accord. Oui. Mais il y a bien une raison. Si on consomme ce qui vient d'ailleurs, contrairement un peu plus ce qui vient d'ailleurs que ce qui est fait chez nous, même si ce sont les mêmes produits. Donc, je dis que peut-être au départ, si on est prêt à consommer d'abord moins bon en se disant que les choses vont s'améliorer, ça c'est dans certains domaines, les choses vont s'améliorer et du moins on grandit ensemble, on va quelque part. Si on est prêt à le faire, tant mieux. Vraiment, j'encourage ceux qui sont dans cette lancée-là. Bon, maintenant, il y a forcément aussi un travail de mentalité à changer. C'est-à-dire à se dire, par exemple, que on est aussi beau en pagne qu'en tissu importé, par exemple. À se dire que... Mais qui sont fabriqués en Hollande, il faut le rappeler. Le pagne est fabriqué en Hollande oui, aussi. Nous pouvons valoriser nos vêtements traditionnels. Locaux. Voilà, nous pouvons les valoriser. On peut se dire que... bref, il y a tellement de domaines dans lesquels on peut se dire, bon, pourquoi pas travailler à consommer camerounais. Mais je pense qu'il y a un grand travail de promotion parce que les gens ne sont pas sensibilisés. Les gens ne sont pas aussi informés en réalité. Si on vous demande de citer peut-être une dizaine, une vingtaine de produits qui sont fabriqués par les Camerounais au Cameroun, ce ne sera pas très facile. Parce que justement, l'habitude veut que quand on est dans un supermarché, c'est ce qui vient d'ailleurs qu'on choisit facilement. Et parce que c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on connaît. Donc, il y a un grand travail de sensibilisation, de promotion à faire en amont. Et je pense que les habitudes, c'est progressivement que les choses vont se faire. Voilà, le digital ces derniers temps fait suite notamment au BBL qu'on appelle Brazilian Butt Lift. Ça parle de lifting de fesses lipo-modelage. Je ne sais pas si vous avez eu vent de lifting. De lifting, oui, mais ça se fait beaucoup plus ces derniers temps en Afrique. Oui, les BBL, on a vu, comment on appelle, Coach Amonchi qui l'a fait. On voit des influenceurs qui le font. Mais il paraît que ça a des conséquences, car on a même vu, il y a quelque temps déjà, dans la région de l'Ouest, une dame qui allait se faire... Voilà, effectivement. Est-ce que vous pensez que peut-être ce genre de pratique est importé de l'extérieur peut aujourd'hui ravir peut-être la vie des femmes qui veulent changer leur apparence? Vous qui travaillez dans le remodélage et puis en faisant du fitness. Je travaille dans le fitness, la remise en forme. Et vraiment, ce que moi je conseille aux gens, c'est d'apprendre à s'aimer et à travailler maintenant sur ses défauts. Vous ne pouvez pas vouloir vous refaire. C'est rejeter carrément la souveraineté de celui qui vous a créé telle qu'elle. Nous sommes d'accord qu'il y a dans un physique des choses qu'on peut peut-être corriger. Il y a des gens qui n'ont pas une peau, qui ont des peaux à problème, d'accord. Et il faut trouver des astuces, des moyens pour les rendre, pour résoudre le problème qu'ils ont sur leur peau. Il y a des personnes qui ont un problème avec leur physique. Il y a des gens qui ont des problèmes d'obésité, qui causent d'autres problèmes de santé. Je pense qu'il y a un travail qu'on peut faire dans ce sens-là. Et maintenant, il y a des personnes qui souhaitent avoir un certain physique qu'ils peuvent obtenir autrement que par des méthodes aussi extrêmes que celles qu'on a vécues avec la jeune dame qui est décédée à l'Est. Moi, je suis pour qu'on travaille son physique. Je suis pour qu'on se regarde dans une glace et qu'on aime ce qu'on voit. Je suis pour qu'on continue de s'adorer même si on n'aime pas ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on continue de s'aimer, de se choisir. S'il fallait faire un choix entre nous et quelqu'un d'autre, qu'on continue de se choisir. Et maintenant qu'on se dise que bon, cet excès, ce surplus de poids que j'ai, je veux le perdre. Mais je veux le perdre comment? La liposuction et autres, toutes ces autres méthodes, là, la chirurgie esthétique et autres, je pense que c'est des voies, la plastique, c'est des voies de facilité qui ne vous aident pas beaucoup. Par contre, quand vous lancez dans une certaine discipline, dans votre façon de manger, dans votre façon de pratiquer l'exercice physique, vous gagnez non seulement physiquement, mais aussi sur le plan mental. Les gens ne savent pas ça. Le sport vous rend résistant, le sport vous rend endurant sur le plan mental. Le sport vous donne une façon d'aborder les problèmes différemment de celui qui se contente qui s'est contenté d'aller faire une chirurgie parce que au bout de l'effort, quand vous pratiquez l'effort, vous tenez ferme. Vous avez mal, vous tenez ferme. D'accord? Vous êtes mal à l'aise, vous êtes essoufflé, vous tenez ferme. Vous développez vos capacités physiques et même mentales. Parce que le sportif n'aborde pas la vie comme
quelqu'un qui fait pas le sport. Lorsqu'il voit un obstacle, dans sa tête, il sait qu'il doit le braver, il doit le dépasser. À contrario de celui qui n'a pas cette culture du sport-là, il peut facilement se décourager. Ou bien il se dit, ça ce n'est peut-être pas pour moi, peut-être que c'est réservé à d'autres personnes. Nous, on a toujours le défi d'aller au-delà des obstacles. Donc vraiment, si j'ai un conseil à donner aux gens, je pense que c'est des méthodes très extrêmes, encore que nous n'avons pas le plateau technique, je crois. Oui, au Cameroun quand même. Oui, pour se lancer dans se dépend ce genre beaucoup en Afrique, c'est plus la Tunisie qui offre... Pour se lancer dans ce genre d'aventure. On parle du BBL, on en parle beaucoup même sur les réseaux sociaux, le BBL qui est le Brazilian Butt Lift. Voilà, c'est le lifting des fesses et la liposuction, entre autres, lipo-modelage qui est très pratiqué, mais qui a aussi des conséquences. Il faut aussi parler des conséquences. Parce que des fois, le corps n'adhère pas. Quand, par exemple, vous mettez des implants, on parle d'implants mammaires. Il y a des rejets. Il y a des rejets, effectivement. Il y a des gens qui ont connu des rejets comme ça, ou bien... des parties du corps asymétriques. C'est-à-dire ce que vous cherchiez, finalement, vous avez pire que ce que vous vouliez fuir. Donc, je pense vraiment que faut bien réfléchir. Et vous l'avez dit au début, il faut s'accepter, s'aimer d'abord soi-même. Il faut s'aimer. Si vous ne vous aimez pas, qui vous aimera? Qui vous aimera? Personne. Commencez à vous valoriser. Oui, valorisez-vous. Aimez-vous, donnez-vous de la valeur. C'est d'abord, c'est votre responsabilité avant d'être la responsabilité des autres, avant d'être la responsabilité du conjoint, celle des amis, des parents. Aimez-vous d'abord. Quand on s'aime, on s'impose. Rien à faire. Oui. Oui, on a une coach ici, un coach en fitness et puis coach, c'est pas développement personnel, voilà. Mais moi, je me sens déjà concernée, vous savez. Alors, on parle beaucoup ces derniers temps de politique. C'est vrai que j'aime bien aborder ce sujet, notamment le sujet des femmes en politique. Qu'en pensez-vous, notamment des femmes en politique? Et puis, le cas du Cameroun, il faut aussi en parler. Bon, les femmes en politique, pourquoi pas? En fait, c'est des personnes intelligentes comme des hommes, d'accord? Elles ont la même intelligence. Donc, pour le 50-50. Elles ont ce n'est pas encore ça, on ne les voit pas c'est-à-dire au niveau je veux dire, leur implication, ce n'est pas encore du 50-50. Mais je crois que elles ont le potentiel pour assurer, pour faire les choses comme il faut. Il n'y a pas quelque chose en moins, il n'y a pas quelque chose qui leur manque pour être de bons leaders. Bien que, je vais bien préciser ça peut être une force comme ça peut être une faiblesse. Les femmes sont très émotives, oui. Et ça peut être une force quand elles savent gérer leurs émotions et ça peut être une faiblesse quand on se met à tout mélanger entre les objectifs, le travail qu'il y a à faire et son mal-être, ses émotions, son ressenti du moment. Oui, je pense que les femmes ont toute leur place dans leur politique. Dans la politique, c'est l'organisation, c'est la direction, c'est le leadership de la société. On ne peut pas le faire sans la femme. Elles ont leur place. Bon, maintenant, comme je le disais, comme elles n'ont pas toujours eu cette place-là, elles ne l'occupent pas encore, il faut se battre pour l'arracher. Il faut se battre pour l'arracher. Est-ce que vous comptez vous lancer d'ici quelques temps aussi en politique? Non. Parce que là, on va vous parler bien, vous captivez l'auditoire, l'attention. Non. C'est tout ce qu'on demande peut-être aussi en politique. C'est pas mon domaine. D'accord. Quand on parle de femmes, notamment, on parle d'esthétique, on parle de beauté. Voilà, dites-nous un peu, que pensez-vous du décapage des femmes qui décident de changer la peau pour se sentir coquette, belle. Et aujourd'hui, certains le décrient aussi, d'autres l'apprécient. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, si j'ai un avis là-dessus, c'est le même avis que je donnais tout à l'heure concernant la liposuction et autres. Bon, je vais quand même dire une chose, c'est que il faut bien définir déjà les termes. C'est-à-dire le phénomène Janssen. Voilà, oui. Le phénomène Janssen dont on parle. En fait, quand vous voyez l'action des cosmétiques, vous verrez plusieurs genres de démarches. Il y a des femmes qui veulent radicalement changer de race, à la limite. De race, oui, parce qu'on dit teint métissé, oui, voilà. À la limite. Il y en a d'autres qui veulent juste embellir leur peau. Rendre la peau plus éclatante. Oui, plus éclatante. Voilà. Bon, le malheur, c'est que lorsque vous êtes en train de travailler à rendre votre peau plus éclatante, vous changez d'éclat, facilement on vous prend pour quelqu'un qui fait du Janssen. Or, ça n'a pas toujours...
pas généralise. Non, mais vous, quel est votre avis sur les femmes qui s'adonnent peut-être qui changent de couleur de peau, qui changent de race. Oui. Je pense qu'elles ont... Ah, vous appelez changer de race, oui, d'accord. Oui. Quand on veut passer de noir à métis ou à blanc, ce changement de race. Ouais. Bon, je pense qu'il y a un problème d'estime de soi qu'il faut résoudre. Il y a quelque chose qu'elle n'accepte pas. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un problème mental. Hein. Oui, il y a quelque chose qu'elle n'accepte pas. Il y a quelque chose qu'elles ne comprennent pas. Il y a peut-être un encouragement dont elles ont besoin quelque part, une motivation pour leur dire, pour leur présenter les qualités, les atouts de la peau qu'elles ont au naturel. Oui. Donc, il y a quelque chose sur le plan de l'estime de soi qu'on doit pouvoir toucher du doigt. Et je pense que s'il y a une bonne sensibilisation, il ne suffit pas de dire ne faites pas. Bon, maintenant, proposer à une dame les bons produits, d'accord, les bons produits qui lui permettent d'avoir la bonne peau, la belle peau qu'il faut. Moi, il y a des femmes noires, vous voyez le noir, il est très beau. Il y a aussi des noirs qui ne sont pas beaux. Ça, il faut le dire. Donc, c'est pas parce qu'on est noir que c'est beau. Donc, c'est une histoire de la beauté de la peau, quelle que soit sa couleur. Donc, si les dames qui sont en train de faire un décapage très, très, très extrême là, je pense que s'il y avait quelqu'un, si elles avaient même un modèle de peau, oui, c'est-à-dire leur peau là, une dame qui a cette peau-là bien faite, bien travaillée, je ne pense pas qu'elle serait en train de rechercher. Et puis, il faut que les hommes arrêtent aussi de faire croire aux femmes que les plus belles femmes, c'est les femmes clair de peau. Oui. Voilà, nous sommes avec les échanges avec Madame Yvette Angèle Tchombe. Mais maintenant, nous allons passer à la deuxième phase, qui n'est autre que découverte avec quelques vidéos de ses proches. Il nous dira un peu ce qu'ils ressentent face à cette femme de lettres et cette femme de valeur. Salut. Je m'appelle Madame Foyam Géraldine. Ma relation avec Yvette Angèle Tchombe date depuis 2018. En fait, dès mon arrivée à mon nouveau lieu d'affectation en poste de travail, j'ai remarqué qu'avec Angèle, elle avait les mêmes aspirations que moi. Dans le cadre professionnel, elle m'a marqué par son professionnalisme, son amour du travail, sa passion. Parce que chaque fois qu'on lui attribuait une tâche, elle le faisait avec beaucoup de sérieux. Et ça m'a beaucoup marqué. En dehors de ça, dans le monde sportif, après ma maternité, elle m'a conseillé, elle m'a dit, Géraldine, avec les kilos que tu as eu à prendre, je t'invite à mon club des arts et danse, où tu vas te refaire, tu vas te donner une discipline et ça va te donner un bien-être. Ce que j'ai fait, puisque j'aime également le sport, elle m'a encouragée. En dehors du fait qu'elle m'a encouragée, elle-même s'est appliquée en cela au point où je l'ai surnommée la mère des extraterrestres, parce qu'elle me faisait travailler pour atteindre l'objectif visé. Et j'ai atteint cet objectif. Je suis fière de moi aujourd'hui pour ce sacrifice que j'ai fait. Je continue à faire le sport dans son club de sport. En dehors de ça, j'ai aussi découvert en elle une autre casquette. Elle chante, elle fait dans le gospel. Au niveau du service, lorsque moi particulièrement j'avais un problème spirituel, il est très facile pour moi de l'aborder et lui poser le problème. Je trouvais toujours des solutions parce qu'elle me donnait toujours des conseils. Elle savait quoi me dire. Donc spirituellement par là, elle était pour moi comme une conseillère et je trouvais toujours mon compte. Dernièrement, ça fait 2 semaines, j'ai été surprise de voir le bouquin qu'elle a sorti. C'est le livre qui est intitulé « Innocence coupable ». Le titre d'abord m'a marqué, dit tiens donc, à une seule personne, elle est dans le cadre du travail, elle est forte, le sport, elle est là, la danse, elle est là, côté musique, spiritualisme, elle est là. Je me retrouve encore au niveau d'un bouquin, je dis waouh, ça m'a créé, chaque fois que je la vois, je pense qu'il y a un plus qu'il faut que j'apprenne. Actuellement, je vous invite vraiment à découvrir ce livre, c'est vraiment très important. Parce qu'à la fin, je me rends compte que c'est une femme talentueuse. C'est une femme qui impulse les autres à aller de l'avant. Parce que même au niveau du service, elle amène les femmes, les cadres que nous sommes, à mieux d'abord se mettre, s'habiller,
sa façon de parler, la façon d'être, la façon de prendre la société, simplifier et donner toujours la joie, le sourire partout où elle passe. Donc, c'est ce que je pense d'elle. À toi, Yvette, je voudrais te dire, c'est une joie pour moi de t'avoir côtoyé. Et je bénis l'Éternel parce qu'il m'a mis sur ton chemin. Je te souhaite vraiment bon vent parce que tu es une femme talentueuse. À toi, toutes ces casquettes. Moi, comme d'autres, nous suivons tes pas. Sans toi, un enfant béni parce que tu es une fierté pour nous. Merci. Madame Gérardine, elle vous appelle la mère des extraterrestres. Alors, parce qu'elle vous trouve multifonction, vous faites plusieurs tâches et puis vous êtes quelqu'un de gratifiant selon elle. Et puis elle a beaucoup trouvé une épaule de repos sur vous, notamment concernant le sport et puis la remise en forme, je veux dire, et puis quelque part le côté spirituel. Je rends simplement grâce à Dieu de laisser ce genre d'impression auprès des petites sœurs comme celle-là. Et Géraldine, c'est quelqu'un de très fort, de volcanique. C'est une femme forte, sur qui on peut compter. C'est-à-dire, quand vous lui donnez une responsabilité, si elle décide, ils disent bien si elle décide. Si elle dit non, c'est non. Mais si elle décide de l'assumer, elle la porte et vous voyez son énergie, sa force, son efficacité jusqu'au bout. Donc, je suis contente d'être bénissante pour elle. Et je lui dis, elle aussi, elle est bénissante pour moi, Géraldine. Merci pour ce témoignage. Voilà, on se sent quand même assez ému. Hein. Ça, c'est un témoignage qu'on fait à votre rencontre. Ça dénote quand même un peu de votre talent. Alors, nous allons prendre donc la seconde vidéo. Bonjour, je suis Georges Mbeck. J'ai connu Angèle vers la fin des années 90 dans le cadre de l'aumônerie protestante universitaire. Nous étions dans la chorale Amour et foi ensemble et nous avons sympathisé, nous avons travaillé ensemble plusieurs fois. Nous avons fait beaucoup de choses et nous avons gardé de bonnes amitiés jusqu'à ce jour. Alors pour moi, Angèle est une femme qui est très ambitieuse, elle initie des projets et elle les réalise. Elle est perspicace, elle va droit au but et pratiquement rien ne l'arrête dans ses projets. J'ai été invité à certains de ses projets, à l'inauguration de certains de ses projets, album musical, édition d'un livre, ouverture d'un club de fitness, et elle en a bien d'autres. Hein. Et puis, elle est une personne que rien n'arrête. Quand elle a des projets, rien ne va à l'arrêter dans la réalisation de ses projets. Pour moi, c'est une femme qui est efficace, c'est une femme qui a une vision, qui sait où elle va, et elle est aussi une femme artiste, une femme qui a de l'art, qui sait vraiment se déployer sur le plan artistique. Et c'est une femme qui fait la différence, qui sait faire ses choix. Elle sait faire ses choix de plusieurs manières et elle sait mettre de côté ce qui ne marche pas. Par exemple, il y a des partenaires qui n'ont pas souvent été à la hauteur de ses ambitions. Elle les a simplement écartés, elle les a simplement mis de côté. Donc, pour moi, Angèle est une femme de vision, est une femme qui sait ce qu'elle veut, sait ce qu'elle cherche. Et je pense que c'est le genre de personne dont notre société a besoin. Et donc, voilà, merci bien. Alors, une femme de vision, une femme qui sait ce qu'elle veut, ça vous ramène à quoi peut-être quand on, quand on essaie d'évoquer un peu vos qualités et puis les activités que vous menez au quotidien? À la persévérance. Rien n'est donné, rien n'est offert. Et je pense que j'ai appris de beaucoup de chutes. J'ai appris de beaucoup de tonneaux, si je peux utiliser l'expression. Et je pense que toute jeune, je crois que je suis comme ça. Quand je veux quelque chose, quel que soit le nombre d'échecs, je me relève. Je dis souvent que je suis comme les chats qui retombent toujours sur leur patte. Sur leur patte, oui. Quelle que soit la hauteur de la chute, je me retiens debout et puis j'avance.
Voilà, et puis on va donc prendre la dernière vidéo. Hello, bonsoir. Je suis très contente de faire cette vidéo et de dire un mot sur Angèle. Je commencerai par m'identifier. Je suis Minerve. Et voilà, je dirais que Angèle et moi, nous nous connaissons dans un cadre particulier. Nous sommes chrétiennes et nous partageons les mêmes aspirations, entre autres l'évangélisation, la lecture de la parole de Dieu, la prière et voilà. Angèle est pour moi une amie. Je ne dis pas seulement amie, mais je dis aussi une vraie amie. Une vraie amie, pourquoi? Parce que elle est plus qu'un membre de ma famille. Angèle est toujours à l'écoute quand j'ai des soucis, quand j'ai des difficultés. Elle peut apporter sa contribution, elle peut prier pour moi, elle peut me prodiguer des conseils, ce qui n'est pas toujours chose facile pour d'autres personnes. Elle est toujours, elle tend toujours son oreille pour m'écouter, même quand elle est fatiguée. Je tiens vraiment, ou bien je saisis cette occasion pour lui dire merci. Merci beaucoup Angèle. T'es vraiment un amour. Je ne partage pas que des moments difficiles avec elle, mais aussi des moments de joie. Alors, Angèle est une femme qui a beaucoup de projets. Quand je dis des projets, au-delà de sa responsabilité en tant que mère, en tant qu'épouse, au-delà même de son travail parce qu'elle est fonctionnaire, Angèle fait à côté de ça plein d'autres choses. Je cite entre autres le club des classes qu'elle a créé et à travers ce club, elle peut faire le sport, la danse, la musique et je vous assure un jour, j'ai fait un tour dans ce club, j'ai fait le sport 2 fois. Oh là là, j'étais essoufflée, mais Angèle est restée toute forte, dynamique, elle a tenu de bout en bout. Vraiment, j'étais très passionnée, vraiment passionnée. Et je dirais qu'elle est vraiment forte, elle est très forte. D'une manière générale, c'est une dame qui a beaucoup d'ambition. Elle est très ambitieuse, elle est dynamique et elle valorise beaucoup ses talents. Elle ne les cache pas et puis elle les met vraiment à profit, ce qui est très important et ce qui est très intéressant. J'ajoute à cela un talent que je ne connaissais pas d'Angèle, parce que moi je l'ai connue comme une personne qui aime bien chanter, qui aime jouer de la musique, qui aime danser. Mais dernièrement, Angèle m'annonce un truc comme quoi, voilà, elle a écrit un livre. Waouh! J'étais essoufflée. Angèle a écrit un livre. Et je suis vraiment passionnée de lire le contenu de ce document et je tire vraiment un coup de chapeau à Angèle. Je ne connaissais pas ce talent et j'avoue vraiment que là, c'est du waouh, waouh, waouh. Bravo Angèle, vraiment félicitations. Alors, comme j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup de choses, vraiment si je dois raconter des choses sur Angèle, c'est toute une Bible que je vais sortir. Mais tout ce que je voudrais dire, c'est une femme qui a beaucoup de valeur, c'est une femme qui est dynamique, c'est une femme qui sait valoriser ses talents. Et voilà, pour moi, elle est un modèle, pour moi, elle est une référence. Elle est complète. Angèle, waouh! Et bravo pour tout ce que tu fais. Bisous à tout le monde, au revoir. Une femme qui a beaucoup de valeur, une femme dynamique, une femme bourrée de talent, ce sont tous les qualificatifs que vous attribue votre amie. Alors, elle parle aussi de votre endurance quand vous allez dans votre club de sport, tes classes, voilà. Ah, j'ai fait le sport depuis depuis toute petite, 15-16 ans. Moi, je dis souvent aux gens que j'ai mangé le sport. J'étais du genre à regarder le complexe sportif. Quand il pleut, j'attends. Dès que la pluie s'arrête, je prends la serpillère, je vais sécher le terrain de volleyball et on joue. J'ai vraiment beaucoup aimé le sport et je continue de l'aimer. Oui. Oui, c'est vrai que je ne t'ai pas posé la question. Comment est-ce que vous êtes en arrivé à créer ce sport, ce club de sport? Oui, en fait, je vous ai dit que tout à l'heure, là, je vous ai dit que j'étais auteur-compositeur du groupe Tial. C'est un groupe de chant, de musique gospel.
Donc, nous chantons, nous dansons et le lieu de répétition, c'était chez moi. Donc, à un moment, le groupe ayant pris de l'ampleur, ce n'était plus très facile de gérer les répétitions. Et moi, j'avais des tout petits enfants. Donc, ça faisait chaud et puis, c'était pas très hygiénique. On s'est mis à chercher au départ une salle de répétition. Oui. Oui, c'est comme ça quand on tombe sur cette salle, d'autres idées nous viennent en tête et on se dit, pourquoi pas? Pourquoi pas créer une salle de sport, pourquoi pas offrir la formation en musique et en même temps on a notre espace de danse. C'est comme ça que la salle devient le club des arts et du sport, où on fait de la musique, le sport et la danse. D'accord. Alors, je prends une dernière réaction avant de prendre, n'est-ce pas, la dernière phase de l'émission. Bonjour. Juste pour réagir par rapport à votre émission de ce jour. Précisément, la prestation de votre invitée Yvette Angèle Tchom, je dirais très intéressante. Elle justifie bien sa profession de conseillère. C'est la première fois que je regarde Info TV cordialement. Merci. On espère que vous êtes satisfait d'Info Télévision. C'est la télévision du vivre ensemble. On vous demande de vous connecter tout le temps. 307, il y a plein d'émissions et plein d'activités ici. Alors, nous allons prendre maintenant la dernière phase de l'émission qui n'est autre que le... Alors, nous sommes donc arrivés au dernier volet de l'émission. On va parler du quiz. Ça veut dire des questions d'intérêt général qu'on va poser à notre invité, notamment les questions sur la culture, comme elle est une femme de culture, sur l'immigration, peut-être d'autres questions qu'on lui a préparées et réservées. Alors, sans plus tarder, on va prendre la première question. On sait que chaque 10 septembre, on célèbre la journée mondiale de la prévention du suicide. Donnez-nous votre avis face à ce phénomène qui est quand même assez récurrent au Cameroun. Il y a beaucoup de jeunes qui se suicident. Par exemple, il y a quelque temps, un jeune s'est suicidé parce qu'il n'a pas eu son examen. Une jeune fille s'est aussi suicidée parce qu'elle n'a pas eu son probatoire. Ça a fait le tour des réseaux sociaux. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour essayer d'amenuiser un peu, de diminuer peut-être ce volet de suicide? Je pense que quand on arrive au suicide, c'est qu'il y a un problème de comment je peux dire ça, des troubles de comportement quelque part qui n'ont pas été perçus par soit les parents, soit le personnel enseignant. Et je crois que lorsqu'on a un enfant qui a des tendances suicidaires, c'est des choses qui peuvent passer. En même temps, j'ai du mal à le dire comme ça parce que je serais comme en train de porter un doigt accusateur sur les responsables de ce genre d'enfants. Mais pour ne pas insister sur cette lancée, je pouvais juste dire que vu l'ampleur que ce phénomène prend, il vaut mieux vraiment avoir un regard encore un peu plus attentif sur nos enfants, surtout les adolescents. C'est des personnes émotionnellement très, très, très instables. Elles sont très sensibles, très fragiles. J'ai dit souvent aux miens à la maison qu'un adolescent, quand il voit une abeille, il dit que c'est un avion. Tout chez eux est décuplé, c'est multiplié par 1000. Oui. Donc, on a vraiment besoin c'est des personnes avec qui il faut être très, très, très vigilant, très, très, très attentif, que ce soit dans des moments de joie. Et pour la prévention, comme c'est la journée mondiale de la prévention du suicide, il faut parler, en parler avec les parents d'abord. Parce que quand on se trouve dans une situation de désespoir où on se donne la mort, ça veut dire que quelque part, on se dit soit je vais décevoir avec cet échec-ci, je ne sers plus à rien, il n'y a plus de perspective pour moi. Donc, on parle d'abord à ceux qui sont directement concernés par l'éducation, l'encadrement de l'enfant, et on sensibilise aussi pas seulement les enfants, parce que le suicide n'est pas qu'une question d'enfants. Hein. Oui, c'est vrai que bien sûr, bien sûr. On doit pouvoir sensibiliser les gens sur la valeur que leur vie a pour leur entourage, pour eux-mêmes, et surtout leur rappeler que la vie qu'ils ont ne leur appartient pas. C'est un capital qui leur a été donné et ils auront des comptes à rendre. Et quel que soit le type de difficulté qu'on peut rencontrer, il n'y a jamais de difficulté sans solution. Le problème, c'est que nous avons souvent nos solutions en tête, sans faire suffisamment confiance à Dieu pour le genre de solution qu'il peut avoir pour nous. Donc, c'est une question de sensibilisation, je pense. D'accord. Alors, on a une jeune fille qui a volé l'argent de ses parents, on peut le dire ainsi, pour voyager passer par bateau, aller peut-être en Occident, et elle serait décédée selon certaines sources. Alors, on parle de l'immigration par bateau. Alors, que pensez-vous de ce phénomène quand même qui est grandissant? Parce que je me dis, nous sommes là pour sensibiliser aussi la jeunesse. Elle a volé 5 millions à ses parents et puis finalement, elle est décédée dans la mer.
j'ai vraiment un regret. C'est une élève, Oui. une étudiante. J'ai un regret, si je peux l'exprimer, c'est le fait que les conseillers de jeunesse et animation aient été retirés des établissements scolaires. Oui. Parce que l'ensemble des crises qu'on observe aujourd'hui au niveau de la jeunesse n'aurait pas, je ne dis pas que nous étions la panacée, mais il y a un certain nombre de choses quand même qui auraient pu être jugulées si nous étions restés dans les établissements scolaires. Parce que je vous assure que un enfant, trouver une oreille qui vous écoute est devenu quelque chose de très rare. Il y a une crise de confiance, je vais parler à mes camarades, ils vont aller en parler, on va divulguer mes secrets, je vais en parler à mes parents, ils vont m'agresser, je n'ai pas d'amis, je vais en parler à qui, le pasteur, on va me stigmatiser, je vais en parler. Donc finalement, les enfants se retrouvent dans une situation où on a tellement de points de questionnements, on a tellement de préoccupations, surtout par rapport à son avenir. Parce que c'est surtout ça, on va vers l'Eldorado, vers la cité d'or. Donc, on a tellement de questionnements sur soi-même, mais personne à qui en parler. Donc, vraiment, si je peux dire un truc dans ce sens-là, dès qu'il y a des signaux de détresse, dès que vous entendez un enfant tenir un genre de langage, expliquez-lui. Dites-lui, je te vois venir. Dites-lui, je te vois venir. Tu cours vers la mort et il vaut mieux que tu cherches d'autres solutions. Nous sommes conscients, on ne va pas jouer les autruches. Nous sommes conscients qu'il y a des difficultés. Nous sommes conscients que l'avenir n'est pas toujours très lisible quand on regarde à l'horizon. Mais c'est trop cher payé quand même d'aller mourir sur un bateau parce qu'on poursuit un avenir qu'on peut construire autrement. D'accord. Alors, on va prendre cette dernière question, préoccupation. Ça vous concerne directement vu que vous êtes une femme d'église et puis vous êtes une chanteuse à la chorale, voilà. Selon vous, quelle est la relation entre la religion et la tradition? Si on vous demandait de choisir, ou bien, comment est-ce que vous pouvez situer ça? Je choisirais la religion parce qu'elle englobe aussi la tradition. J'aurais tout pris. Développer. Oui. La tradition, c'est quoi? C'est nos manières de faire qui sont propres à peut-être notre culture. Dites-moi si je me trompe. Ouais, allez-y, allez-y. Hein. C'est-à-dire que c'est un ensemble de manières de faire, d'habitudes, on dit souvent les us et coutumes qui sont propres à une culture particulière. Et généralement, elle a un vécu ancestral très lointain. Donc, c'est des façons de faire qui durent de génération en génération et auxquelles on ne touche pas. Vraiment, elles sont comme intouchables, c'est ça, c'est tout. Donc, généralement, elles se sont retrouvées en conflit avec la Bible, ou bien, je vais dire, la religion, qui est venue comme pour les effacer. Oui, parce que telles que les choses sont souvent présentées par certaines personnes, c'est comme si vous ne pouvez pas être un homme de foi et respecter vos traditions. C'est comme si vous faites un choix. Or, je pense que dans nos traditions, il y a des choses qui sont vraiment bénéfiques. Il y a des choses qui ne sont pas mauvaises du tout. Il y en a d'autres, on ne va pas se mentir, qui sont franchement inutiles. D'accord. Oui. Mais on ne peut pas se perdre comme ça. On ne peut pas être des personnes, des êtres sans tradition, sans culture. C'est important. Il y a des traditions qu'on doit garder. C'est ça qui fait notre identité. C'est ça qui fait que nous sommes nous. Nous sommes Camerounais, nous sommes Burkinabés, nous sommes... C'est des choses importantes. Maintenant, il faut pouvoir les identifier. Et malheureusement, le cri est de ne pas laisser nos vieillards s'en aller sans les avoir approchés et avoir posé les bonnes questions dans ce sens-là. D'accord. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Merci d'être passé. Et puis, il y a le livre Innocence coupable qui est, n'est-ce pas, vendu à la librairie des peuples noirs. Oui, disons que pour le moment, vous avez des contacts utiles pour procurer le livre. Le 675 59 64 14. Et vous pourrez même peut-être m'écrire et puis je vous passerai peut-être le contact de Madame Tom. Mais c'est bon, on a toujours notre tradition. Avant de partir, vous dites quelques mots, quelques phrases. Quel est le conseil que vous donnerez? Mais c'est vrai que vous avez donné quand même beaucoup de conseils déjà depuis le début de l'émission face à la caméra. Quel est le conseil que vous donnerez aux femmes, aux jeunes filles aujourd'hui pour s'épanouir dans le couple et peut-être dans l'entrepreneuriat? Je leur dirais que je vous parle en face. Chères dames, chères jeunes filles, vous êtes le merveilleux projet de Dieu, vous n'êtes pas le fait du hasard et vous avez besoin de vous appuyer sur lui pour identifier toute la valeur qui est la vôtre
et la mettre à votre service, au service de la société. Nous avons besoin de vous. Voilà, c'était le mot de fin. Il était bref, mais néanmoins, on a quand même beaucoup échangé. Merci d'être passé. Mais surtout, ne bougez pas, car à 15 h, nous aurons Olga Bessala avec l'émission Palabre des jeunes. Oui, on laisse la jeunesse s'exprimer. Cette jeunesse va s'exprimer notamment sur plusieurs problématiques. Merci à toute l'équipe, à Ben Valsa à la réalisation, à la supervision générale de Genève, Janvier à la diffusion. Et puis, on se dit à samedi prochain et surtout, portez-vous bien.